Les comportements des consommateurs face aux produits animaux. Consomme-t-on vraiment moins ? Une série podcast du LIT Ouest-RL. Aujourd'hui, je consomme donc je suis. Et nos manières de vivre conditionnent nos manières de consommer et de manger. Nos modes de consommation, et plus largement la société de consommation, sont aujourd'hui remis en question. Après une période de forte croissance et d'hyper-consommation, les nouvelles tendances sont à la déconsommation. Consommer moins mais mieux devient donc le nouveau mot d'ordre. Étant l'un des premiers postes de dépenses des Français, l'alimentation n'échappe pas à ce nouvel adage. Et ces dernières années, c'est particulièrement la consommation de produits animaux qui est visée, et encore plus spécifiquement celle de produits carnés. Mais si les enjeux environnementaux, nutritionnels ou encore sociaux de la consommation de produits animaux sont de plus en plus présents dans les débats publics et dans la tête des consommateurs, qu'en est-il en pratique ? Concrètement, qu'en disent les chiffres ? Et d'ailleurs, c'est combien consommer moins ? Et c'est comment consommer mieux ? Épisode 3. Les Européens et les produits animaux. Où en sommes-nous ? Bien que les consommations individuelles de protéines animales aient assez peu évolué à l'échelle européenne ces 30 dernières années, on constate tout de même une légère baisse. Tout comme en France, la consommation individuelle de produits animaux diminue lentement, après avoir connu son âge d'or après la Seconde Guerre mondiale et pendant les 30 Glorieuses. Cependant, cette tendance générale à la baisse cache des dynamiques assez différentes en fonction des secteurs. En effet, l'évolution s'accompagne d'une substitution entre différents types de produits animaux au profit de la volaille, des produits de la mer et des produits laitiers, et au détriment des viandes bovines et ovines. La consommation par habitant des viandes bovines a baissé de 11% depuis les années 2000, et celle de viande ovine de 33%. Les consommations de porc sont-elles plus stables et n'ont diminué que de 5%. La consommation de viande blanche représente ainsi la deuxième source de consommation en protéines animales, avec près de 40 kg par habitant et par an pour la viande de porc et 24 kg pour la viande de volaille. C'est bien derrière les produits laitiers qui représentent la principale source de consommation de protéines animales. On consomme en équivalent lait environ 275 litres de lait par personne en 2013, et ce, principalement sous forme de fromage. Un bon repas sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil, c'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Et au sein même de ces catégories de produits animaux, des transferts sont à l'œuvre. Pour les produits laitiers, par exemple, les produits frais et le beurre sont de moins en moins consommés, contrairement au fromage. D'ailleurs, les Français sont les grands champions européens sur cette dernière catégorie. Si l'on convertit en équivalent lait, souvenez-vous, c'est production plus importation moins exportation. La consommation de produits laitiers est même en légère hausse ces 20 dernières années. La consommation d'œufs, quant à elle, est relativement stable. Regardons maintenant à l'échelle des ménages de l'Union européenne. Leurs dépenses alimentaires, hors boissons, représentent environ 15% de leur budget total. Et dans ces 15%, la moitié est consacrée aux produits animaux. Plus spécifiquement, un quart du budget alimentaire des ménages européens est consacré aux produits carnés, 15% aux produits laitiers et aux œufs, et 7% aux produits de la mer. Étonnamment, lorsque le pouvoir d'achat des ménages augmente,
le poids des produits animaux dans le budget ne suit pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que les dépenses supplémentaires liées à l'alimentation augmentent moins vite que celles allouées à d'autres biens, comme le logement ou la santé. Autrement dit, la structure du budget alimentaire reste à peu près stable, quel que soit son pouvoir d'achat. Ce n'est pas parce que mon salaire augmente que je vais manger plus. Non merci, j'ai ce qu'il faut. Une baisse des dépenses d'achat en produits animaux peut donc correspondre à une hausse du pouvoir d'achat des ménages. On achète plus de produits non alimentaires, comme un nouveau canapé, un téléphone ou des cours de yoga. Donc proportionnellement, la part occupée par les produits animaux dans le budget global est moindre. Cela peut aussi correspondre à une substitution vers des produits animaux moins chers, comme actuellement de la viande rouge vers la viande blanche. L'observation des consommations de protéines animales par pays est également intéressante puisqu'elle met en évidence une grande hétérogénéité parmi les pays de l'Union européenne. Mais cela rend aussi l'analyse difficile puisqu'a priori, aucune tendance d'ensemble ne semble se dégager. Nous sommes différents. Effectivement, la situation par pays varie beaucoup, dans un sens comme dans l'autre, et parfois de façon drastique. En Allemagne et au Danemark, par exemple, la consommation de protéines animales est en hausse d'environ 10%, contrairement à l'Irlande, la France, l'Espagne ou les Pays-Bas, où c'est l'exact inverse qui se produit. Une partie de ces disparités peut s'expliquer par des évolutions démographiques. Si l'on reprend le cas de l'Irlande, l'augmentation de sa population ne s'accompagne pas d'une hausse de la consommation, car celle-ci se compose en grande partie d'enfants âgés de 0 à 10 ans. Et même si le facteur démographique contribue à expliquer certaines évolutions des consommations, il n'est pas suffisant. Un facteur seul ne saurait les expliquer entièrement. Les prix alimentaires, l'évolution des niveaux de vie et les revenus des ménages, ou encore l'évolution du goût, les cultures alimentaires, les bassins de production et les politiques publiques sont autant de facteurs à prendre en compte pour l'analyse. Ça fait beaucoup. Continuons avec l'exemple des consommations de produits laitiers. Les pays du nord de l'Europe ont une alimentation bien plus lactée que les pays du sud. Parmi les 10 plus gros consommateurs, on retrouve notamment le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède, alors que le Portugal ou la Grèce se retrouvent dans les dernières positions. Je vais chercher un autre pack de lait. Et si l'on parle plus particulièrement du lait, le lait frais règne en maître sur le nord de l'Europe, tandis que le lait UHT, dont la conservation est plus longue, s'impose dans les pays du sud. C'est donc toute une géographie de la consommation laitière qui s'établit. Cette disparité nord-sud dans les consommations de produits laitiers s'explique en partie par des différences d'usage. Dans les cultures alimentaires du Nord, le lait de vache est plutôt considéré comme une boisson et consommé au petit déjeuner et au goûter. Les garçons, venez goûter! Alors que dans les pays du Sud, il se consomme davantage comme un adjuvant. C'est-à-dire qu'on s'en sert pour diluer le café le matin ou dans certaines recettes bien précises, essentiellement sucrées. J'ai fait du riz au lait! Oh, chouette! Le lait de vache est alors utilisé comme un ingrédient culinaire plus que comme un produit brut. Bon, une tendance à la baisse donc, mais avec des fortes disparités entre produits, au sein des catégories et en fonction des pays. Et au niveau des aspirations des Européens alors, ça donne quoi ? Souhaitent-ils vraiment réduire leur consommation ? C'est ce que s'est demandé le BEUC, le Bureau européen des unions de consommateurs, en juin 2020, dans son enquête sur les consommateurs et leur transition vers une alimentation durable. Cette enquête révèle qu'un peu plus de 40% d'entre eux ont cessé de manger de la viande rouge ou en ont tout du moins réduit leur consommation en raison de préoccupations environnementales. En moyenne, un Européen sur 3 prétend vouloir réduire sa consommation de viande rouge. Mais 46% des consommateurs, soit presque la moitié d'entre eux, ne souhaitent pas changer leur habitude à l'égard de la viande. Les réticences à réduire la consommation sont particulièrement marquées chez les Grecs, les Lituaniens, les Slovaques et les Slovènes.
alors que les consommateurs italiens, portugais, autrichiens, allemands et espagnols sont les plus volontaires. En revanche, réduire la consommation de produits laitiers ne semble pas être une préoccupation pour les consommateurs européens, puisque seulement 20% d'entre eux, sur les 11 pays de l'enquête, seraient prêts à le faire. Et comme, pour la viande, les réticences à réduire la consommation sont les plus grandes en Grèce, en Lituanie, en Slovaquie et en Slovénie, alors qu'environ 30% des Italiens et des Portugais l'envisagent. Et quand on décale le regard, seulement 4,6% des Européens se déclarent végétariens ou véganes. Même en Autriche, où on retrouve le plus fort taux de végétariens, ils ne sont que 7% à se considérer comme tels. Juste derrière, l'Allemagne et les Pays-Bas sont sur le podium. A contrario, en Slovaquie, ils ne sont qu'1,4% et près de 3% en Espagne et en Lituanie. Enfin, qu'en est-il des alternatives à la viande ? Eh bien, la principale conclusion est que les consommateurs ont tendance à avoir peu d'appétit pour les options très innovantes, comme les insectes, et high-tech, induisant le recours à la haute technologie. Pour illustrer, en moyenne, seulement 10% des consommateurs seraient prêts à remplacer la viande par des insectes. 77% ne le feraient pas. Les répondants sont un peu, mais pas beaucoup plus, ouverts à la viande cultivée en laboratoire. 13% seraient prêts à remplacer la viande par son équivalent cultivé et 68% sont sûrs qu'ils ne le feraient pas. Les substituts de viande d'origine végétale, tels que les hamburgers à base de plantes, sont mieux acceptés par les consommateurs à condition qu'elles ne soient pas fabriquées à partir d'ingrédients dérivés d'OGM. Un tiers des consommateurs disent qu'ils seraient prêts à remplacer la viande par des substituts à base de plantes sans OGM et seulement 44% sont sûrs qu'ils ne le feraient pas. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les OGM n'en veulent pas. Les consommateurs européens trouvent que la nourriture végétarienne traditionnelle, par exemple ragoût de légumes ou les plats à base de légumineuses, est la source alternative de protéines la plus intéressante. J'ai perdu ma lentille. La plupart des personnes interrogées, 60%, se déclarent prêtes à remplacer la viande par des plats végétariens traditionnels. Pour conclure, que ce soit à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, la tendance à la baisse de certains produits animaux est bien plus marquée en discours qu'en actes. Merci de nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Fanny Parise, chercheuse en anthropologie de la consommation et des modes de vie à l'Université de Lausanne. Elle nous parlera du mythe de la déconsommation.